Bonjour chers amis, j'ai reçu une nouvelle lettre de Stan, une lettre qu'il a écrite le 24 juillet, après que le verdict du procès en appel est tombé. Donc c'est une lettre à tous mes amis à propos de ma condamnation. Hein. Lettre aux amis, les autres à dégager. Donc je vous lis. Le verdict du 8 juillet n'a évidemment pas été asséné pour rendre justice et n'est donc pas venu contredire ce que je dénonce, bien au contraire. Ceci dit, à mon humble niveau personnel, je dois m'estimer très chanceux dans cette configuration générale de la réduction de peine de moitié, même si la peine reste lourde et surtout un comble d'injustice, pour ne pas dire d'infamie. Vous le saviez, je le savais, le risque d'aller en appel était considérable, car j'aurais pu aussi bien écoper du double de la peine initiale, vu que le parquet de Saintes avait fait appel derrière moi. Selon moi, deux facteurs ont été déterminants. Le premier, c'est votre mobilisation à vous toutes et tous sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le terrain, autour de moi. Ma reconnaissance n'a pas de limite, mes chers amis. Le second facteur, qui n'a d'ailleurs pu avoir un impact que grâce à vous, c'est l'excellente défense que vous m'avez offerte là, à travers vos dons. Le travail de mes deux avocats, Jean-Pierre Joseph et François d'Angléon, avec une parfaite complémentarité, a établi sans la moindre ambiguïté, non pas que je ne suis pas coupable, là n'étant pas la question, mais que je suis bien la cible d'une machination médiatico-judiciaire, voire politico-médiatico-judiciaire. Car, avant de chercher à savoir si je suis coupable des faits reprochés, il aurait fallu avant tout qu'il y ait eu des faits à me reprocher, à reprocher à quelqu'un une infraction grave, des victimes, de vraies victimes, avec un réel préjudice au sens où la loi l'entend. Or, comme l'a soulevé Maître d'Angléon, les seuls faits à charge sont hypothétiques et non matériels d'une infraction. S'agissant de notes fumeuses, des notes qui n'ont aucune valeur juridique, puisque d'une part, ne correspondant à aucun acte délictueux en association de celle-ci, et d'autre part, uniquement produites sous forme de photocopie par l'accusation. Comme vous le savez, le cahier de brouillon a terminé à la poubelle ce qui est noté dans les procédures. Ces photocopies, présentées comme principale ou même unique pièce à conviction, ce une nouvelle fois le 19 juin, malgré le fait que j'ai à nouveau exigé que ces feuilles volantes soient frappées de nullité, sont de toute évidence des photomontages, au moins concernant la partie la plus à charge. La preuve de la machination ici est déjà le fait que la présidente de l'audience du 31 janvier au TGI de Sainte-Claire-Luau ait osé soutenir devant le public témoin qu'il s'agissait d'originaux et non de photocopies, exhibant les feuilles cartonnées de la couverture d'un cahier à spirale sous cellophane avec les feuilles toutes séparées. C'est avec ce mensonge qu'a été rejetée la demande de nullité de la fameuse pièce à charge. Le 19 juin, nous avons bien entendu le président de la Cour d'appel de Poitiers nous préciser qu'il s'agissait pourtant bien de photocopies, ce qui ne l'a pas empêché de rejeter lui aussi la demande de nullité des feuilles volantes, rien
ne devant influer sur mon statut de coupable d'office. Coupable de quoi? À entendre l'avocat général, d'avoir été susceptible, voire d'ailleurs de l'être toujours, de penser kidnapper les 3 enfants Kaluo pour les remettre à leur mère, dans le cas où la plus grande m'aurait finalement déclaré être victime d'agressions sexuelles au sein du clan Kaluo. Nous avons d'ailleurs pu noter que là encore, le 19 juin, le fameux compte-rendu écrit par Jeannette sur mon cahier de brouillon, juste après son entrevue avec cet enfant de 12 ans à l'époque, Léa, le 13 août 2012, n'intéressait toujours pas les magistrats. Forcément, puisque, précisons-le à nouveau, Jeannette avait écrit comment elle avait proposé à Léa de transmettre de ses nouvelles, elle et de ses petits frères, à leur mère, et de la revoir plus tard pour l'interviewer avec sa caméra. Dommage, n'est-ce pas? Jeannette n'avait pas rapporté avoir, par exemple, proposé un tour en camping-car aux 3 enfants. Ceci dit, puisque Léa n'avait donc pas réitéré ses accusations initiales, celles à l'origine de toute l'affaire, et accusant la grand-mère paternelle, ainsi que son père, de violences sexuelles incestueuses, ni déclaré être toujours victime, elle ou l'un de ses frères, de ce type de crime, et qu'elle refusait toute autre entrevue avec Jeannette, comment aurais-je pu être tenté de projeter, d'enlever ses enfants au clan Kaluo, au cas où, comme le prétendit l'avocat général, Léa m'aurait fait des déclarations accusant sa grand-mère et son père du pire. Désolé les amis, ce n'est pas moi qui ai pondu le scénario. Mais bon, la chose aurait tout de même trotté dans ma tête. Et cela vaut bien 2 ans de prison ferme au minimum. À moins que cette condamnation ne vienne réprimer ces idées monstrueuses que j'ai eu le malheur de greffonner au brouillon, du type torture psy, pour faire avouer un trafiquant d'enfants ou un pédocriminel, prendre d'assaut un repère de soirée spéciale pour en délivrer les petites victimes, ce que font d'ailleurs les forces spéciales en ce moment aux États-Unis, aux ordres de Trump, ou encore financer ce type d'opération en se payant sur la bête. Quel individu aux yeux pourrait bien avoir de tels fantasmes? Heureusement que la bête est bien protégée par notre bonne vieille justice. J'imagine ceci dit, que vous êtes assez nombreux à être curieux de lire mes développements, notamment à propos de la légitime violence. Quel monstre je suis! Dans un certain roman noir, dont l'évocation pour expliquer mes notes, là encore, n'intéressait pas les magistrats. Un peu de patience, mes amis, l'incarcération, même résolument abusive, aurait été un contexte assez propice à l'écriture, bien que devant tout recommencer à zéro, et ce, sans ordinateur. Affaire à suivre donc. Pour l'heure, important est de bien intégrer le fait qu'en France, un parfait innocent, mais pour qui le bénéfice du doute n'a pas voix au chapitre, peut se voir emprisonné sur du long terme sans avoir commis la moindre réelle infraction ou mauvaise action délictueuse et condamné à payer une petite fortune à des parties civiles inventées en termes de victimes. D'un crime fantôme. Il y a une petite vidéo d'ailleurs en ligne, chronique d'un crime fantôme. D'ailleurs, la baveuse qui les représentait pour la farce ne nous a guère surpris. Nous réservons les mêmes élucubrations
à propos du préjudice que Sandrine Gachadouas avait causé au clan Kaluo et à ses 3 enfants en étant partie en cavale avec eux dans le passé, le préjudice qui m'est donc imputé faute de mieux. Pensez donc. Les parties civiles ont tellement été traumatisées par mes méfaits qu'elles n'ont jamais eu le courage, ni le 31 janvier, ni le 19 juin 2020, de faire face à leur bourreau, ce monstre que je suis. Eh oui, on peut apprécier ce cliché si lamentablement mis en scène et monté en épingle par la baveuse de service, histoire de justifier la petite fortune à payer pour les parties civiles. 18 000 €, rien contre Jeannette et moi, ça valait le coup pour certaines robes noires de faire revenir Johan Kaluo sur sa décision initiale de ne pas se constituer partie civile, alors qu'il déclarait dans les tout premiers temps de l'affaire qu'il n'y avait pas de projet d'enlèvement de ses enfants. Car j'imagine que ce coup de maître, avec jeu de mots, donne lieu à un partage des gains avec certains baveux. Donc, à part ça, 2 ans de prison ferme tout de même, hein, avec 2 ans de sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, ce avec une incarcération bien effective. Le genre de peine lâchée douloureusement pour des délits graves bien réels, souvent les pires d'ailleurs, ce quand le coupable n'a pas de chance. Dans mon cas, la sentence a été calibrée pour me dissuader de faire cassation, car si par miracle je venais à passer le cap, ce pourrait être un désastre pour beaucoup de robes noires. Faisons bref un récapitulatif des énormités de cette machination médiatico-judiciaire. L'accusation est basée sur des faits inventés autour de l'instrumentalisation d'un cahier de brouillon dont il n'y a plus que des photocopies. S'agissant des faits prescrits, hypothétiques et non matériels pour constituer l'infraction d'association de malfaiteurs, ne concernant même pas la période de prévention mise en scène, et ce sans que j'ai été mise en examen, suivant les formes légales. Rien d'étonnant lorsque l'on apprend, grâce au redoutable pénaliste François d'Anglion, que c'est un juge stagiaire, un vulgaire quidam donc, qui concota le jugement de renvoi devant le tribunal correctionnel en 2012. Un vulgaire quidam? Oui et non, car notre bon Jean-Pierre Joseph nous a appris lors de l'audience du 19 juin que le quidam en question était un ami du clan des parties civiles et de leur principal avocat Daniel Picotin, expert en programmation mentale. Comme si cela ne suffisait pas, les 2 demandes de mise en liberté que j'ai faites respectivement le 6 février et le 14 avril 2020 ont été traitées avec un dépassement de quelques jours des délais de 2 mois maxi prescrits par la loi. Le 23 mars a été pendu un décret par le gang des macronistes prétendant rallonger ce délai de 1 mois durant la période du confinement. Alors, outre le fait que ce décret n'a été qu'un monumental abus de pouvoir violant notre Constitution, ce que le Conseil constitutionnel n'a donc pas voulu reconnaître suite à sa saisine par maître François d'Anglion et sa percutante plaidoirie du 24 juin 2020. On a aussi une petite vidéo concernant cette plaidoirie en ligne. Il se trouve que dans aucun des 2 cas, des demandes de mise en liberté que j'ai enregistrées
ce décret n'était applicable, car dans le premier cas, ma demande de mise en liberté conditionnelle avait été faite par moi, enregistrée 1 mois et demi environ avant la sortie du décret, et le principe fondamental de la non-rétroactivité des lois interdit ce genre de fantaisie. Oups! Dès que le problème était soulevé par Maître Danglian, on devait me libérer sur le champ. Le titre d'écrou n'étant plus valable. Dans le second cas, c'est la période déterminée du confinement concernant ce décret d'exception, qui était terminé alors que les magistrats de Poitiers dépassèrent, là encore, de quelques jours les délais de traitement des demandes de mise en liberté. Oups. Mais tout va bien, puisque nous sommes en France, le pays de toutes les violations des droits de l'homme. Je vous mets au défi de trouver un cas plus caricatural que le mien de séquestration au sens criminel du terme par l'institution judiciaire. La conclusion de tout ça, je reprendrai juste cette phrase que lâchait notre bon Jean-Pierre Joseph à l'issue de la sinistre parodie de procès en appel de l'affaire de massacre de l'OTS, Ordre du Temple solaire. En octobre 2006, boire mon livre PDF Internet, l'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État. En Afrique, on vous crie « tais-toi ». En France, on vous dit simplement « cause toujours ». Voilà. La logique voudrait qu'avec un tel dossier, je fonce en cassation sans hésiter. Seulement voilà, mes chers amis, non seulement j'ai hésité, c'est le moins que l'on puisse dire, mais surtout, je me suis désisté aujourd'hui même, 24 juillet 2020, désistement enregistré au greffe de la prison ce jour même, du pouvoir en cassation que j'avais enregistré juste à temps, après des jours de migraine permanente à faire le tour de la question. Je vous dois, entre autres, une explication. Mon état de santé, surtout au niveau dentaire, s'est considérablement aggravé au fil de ces 7 mois de séquestration sur le sol français. À ce jour, toujours aucun soin. Suivi, mais pas soigné, oui, dans le cadre de ma grève de la faim, de 25 jours, faites 20, entre autres, pour obtenir des soins dentaires. Je vous l'écrivais plus haut, la sentence a été calibrée pour me dissuader d'aller en cassation. Car le fait d'aller en cassation a comme conséquence de supprimer les 5 mois de remise de peine auxquels j'ai droit sur 2 ans ferme. Cette durée d'attente pour la cassation étant d'une moyenne générale d'1 an, voire 1 an et demi, ne m'ouvre aucune possibilité d'obtenir un aménagement de peine, même en fin de peine. Or, en jetant l'éponge et en prenant ce statut odieux, dans mon cas, de condamné définitif, j'ai, dès la fin de la première année de ces 2 ans fermes, la possibilité de renouveler des demandes d'aménagement de peine. Surtout, il apparaît clair que mes chances de pouvoir sortir au plus vite pour, en l'occurrence, me faire soigner et réparer ce qui est encore réparable, sont conditionnées à l'abandon du pouvoir en cassation. Certains d'entre vous se sont réjouis à l'idée que je puisse être libéré d'ici un demi-an, tout au plus, partant du principe que je suis sous les verrous depuis plus d'1 an. Ouais, il a été incarcéré le 10 juillet 2019 à Margarita, au Venezuela. Rappelons-le, vite fait. Nous n'étions hélas pas encore au bout de nos désagréables surprises.
au greffe de la prison, mais 5 mois d'enfer dans les Gaules vénézuéliennes, sous le mandat d'arrêt international lancé par le parquet de Saintes, ne sont tout simplement pas pris en compte. Bien sûr, les lois françaises et internationales sont formelles quant à l'obligation de comptabiliser toute période d'incarcération à l'étranger dans le cadre de mandats d'arrêt européens et internationaux. Nous avons donc là un ultime problème, pas des moindres, en termes de respect du droit et des droits fondamentaux, avec une inquiétude partagée par mes 2 avocats. Ils font ce qu'ils veulent de la loi. On a bien vu. Affaire à suivre donc. Ceci dit, sachez que de toute façon, mon statut de condamné permet que vous fassiez vos demandes de permis de visite directement à la direction de la prison, qui pour le moment reste celle de Vivonne, pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Maintenant, pour conclure ce message, je répondrai aux amis et soutiens qui, déjà au courant des derniers rebondissements, me demandent ce qu'ils peuvent bien faire. Je suggère de se mettre en relation avec notre amie résistante Véronique Tizy, présidente de l'organisation Jeannette et Stan, association OJS, qui organise des actions pour ma cause, en l'occurrence en direction du nouveau garde des Sceaux, vu que celui-ci s'est assigné la mission fort délicate de redonner confiance aux Français envers l'institution judiciaire. Alerter collectivement son attention sur mon affaire, qui fait de plus en plus de bruit, et insister pour qu'il y restaure la justice, cassation ou pas, me semble en effet le plus judicieux. Car il semblerait bien que, malgré moi, en plus d'être devenu un symbole de la lutte contre la pédocriminalité de réseau, je sois devenu également un symbole en termes de cible de cette inquisition judiciaire, que je dénonçais en l'occurrence comme étant l'organe protecteur de cette pédocriminalité de réseau. Ils veulent nous bâillonner, nous museler, nous isoler les uns des autres, nous enfermer dans nos régions, bref. Faire de cette psychose et de cette hystérie collective organisée autour de leur offensive de farce pandémique ce qui nous écraserait une bonne fois pour toutes et en urgence. Urgence, car nous le voyons de plus en plus distinctement, les scandales sur fond de viols d'enfants, de jeunes filles et d'adolescents, ici, en Corse et un peu partout dans le monde, viols impunis, explosent en cascade, ce phénomène auquel nous toutes et tous ne sommes pas étrangers, avec nos années de lutte acharnée pour briser l'omerta, avec nos efforts et nos sacrifices. Je pense aux héroïques mères protectrices persécutées comme Véronique Tizy et est peut-être la principale cause des offensives massives de terreur d'État déployées avec panique pour nous enfermer en urgence dans les programmes dictatoriaux du nouvel ordre mondial. L'heure est à l'action, mes très chers amis, non à la soumission, funeste, terminale. Amitié de combat, Stan. Voilà, chers amis, pour la lettre de Stan. Je crois que tout est clair. J'ai rien à ajouter. Merci pour votre écoute et bonne journée à vous toutes et tous.